À sa naissance, le bébé se trouve plongé dans un monde inconnu où il doit se faire comprendre. Sa survie en dépend. De son côté, sa maman doit apprendre à le connaître, à le découvrir, à l'aimer. Je ne m'attendais pas à ce que j'ai vécu, non. Je ne m'attendais pas à ça. Beaucoup plus fort que je croyais. Beaucoup plus. Je pensais savoir ce que c'était, enfin du moins, à quoi ça pouvait s'approcher. Et en fait, c'est quelque chose vraiment qui m'est tombé sur la tête. Finalement, je ne la connais pas. Je veux dire que j'apprends petit à petit avec elle à savoir ce qui lui convient, ce qui lui convient pas. En fait, je la connais pas, donc si elle me déclenche cet amour, c'est que c'est vraiment quelque chose de plus profond. Je sais pas. D'abord, il y a deux images qui se superposent. C'est l'image de l'enfant rêvé. Enfin, on a tous toujours un fantasme de l'enfant qu'on voudrait avoir. Puis tout d'un coup, paf, il devient concret. Est-ce que c'est le même? Non. Dès les premiers jours, les liens se tissent. Le bébé, d'instinct, sait retenir l'attention et susciter l'affection. La maman, elle, tente de comprendre les signaux qu'il lui envoie et d'y répondre le mieux possible. Le bébé fait la mère fait le bébé. Depuis les années 50, de nombreux chercheurs dans le monde étudient ces tout premiers échanges. Le pionnier est le psychiatre et psychanalyste britannique John Bowlby. Il s'est inspiré des recherches sur les animaux et en particulier des découvertes de l'éthologue allemand Konrad Lorenz, faites à partir de son observation des oiseaux. Lorenz était là quand un oisillon brisa sa coquille et jeta son premier regard sur le monde. C'est à lui que cet oisillon s'attacha et il poussait des cris de détresse dès qu'il le voyait s'éloigner. Lorenz vérifia que la même chose se produisait avec des oiseaux d'espèces différentes et montra que les oiseaux s'attachent au premier objet qu'ils voient bouger lorsqu'ils sortent de l'œuf. Il appela ce phénomène l'empreinte. Lorenz traversa alors une époque curieuse, pendant laquelle il était sans cesse suivi pas à pas par des couvées entières. Les oisillons délaissaient leur mère naturelle pour l'accompagner lorsqu'il allait se baigner ou faire une promenade en barque. Persuadé que la relation d'amour entre la mère et l'enfant est fondamentale, le psychiatre américain Harry Harlow réalisa dans les années 50 une série d'expériences avec des bébés singes. Il éleva un bébé singe en lui offrant le choix entre deux mères de substitution. Une mère en fil de fer, qui lui donne à manger, et une mère en peluche, porteuse selon lui d'amour et de réconfort. Dès que l'expérimentateur le libère, le bébé singe se nourrit à toute vitesse. Il va ensuite se pelotonner contre la peluche. Il restera blotti ainsi pendant 18 heures, montrant que son besoin d'affection et de sécurité l'emporte largement sur celui d'être nourri. Inspiré par ces deux chercheurs, Bowlby élabore sa théorie de l'attachement. Selon cette théorie, l'enfant vient au monde avec des savoir-faire innés. Il sait regarder, il sait sourire, et cela lui permet d'entrer en relation avec les autres et donc de survivre. La mère, de son côté, est intuitivement en mesure d'être proche de son bébé. Ces échanges nourrissent l'attachement, qui est l'équivalent de l'empreinte chez l'animal. À la maternité de Port-Royal, à Paris, Drina Candilis, psychothérapeute, étudie les compétences de l'enfant à la naissance, les échanges spontanés entre la mère et l'enfant, et leur manière de s'ajuster et de s'accorder l'un à l'autre.
grand-chose. Donc voilà, le but de cet examen, c'est un peu de découvrir ensemble les spécificités individuelles de chaque enfant autour de ces signaux d'attachement qui sont prêts à fonctionner à la naissance. Et qui montrent que dès le départ, le bébé est un partenaire actif, hein, vraiment, comme vous le dites, autour de la tétée, mais on peut le dire aussi autour de beaucoup d'autres choses. Je vais recommencer, on va voir. Alors, ce qu'on va observer, c'est un ensemble de compétences. La première fonction, c'est comment l'enfant s'habitue à des bruits ou des lumières qui font un peu intrusion dans son sommeil. Ce qu'on appelle l'habituation, c'est un mot un peu barbare, pour montrer comment finalement il mémorise ce qui va lui arriver, et puis finalement il ne fait plus tellement attention. Il est capable comme ça de protéger son sommeil. Ça, c'est la première fonction. Sacha, tu entends? Tu viendrais là? La deuxième, c'est toutes ses capacités d'orientation. Comment il regarde et comment il s'oriente au son. Quelle qualité de vigilance il est capable de déployer. Sacha, regarde-moi mon petit cœur. Loulou. Encore? Tu viens, regarde-moi. Viens mon petit cœur. Non, au contraire. Voilà. C'est mieux? Non, c'est pas fini. La troisième fonction, c'est le système moteur. À la fois l'organisation motrice du bébé et son organisation tonique. Oui, oui, oui. C'est ça. Non, ça c'est mon doigt. Et ça c'est maman là-bas, oui. La quatrième fonction, c'est tout ce qui contrôle l'état du bébé. Est-ce qu'il va être irritable? Est-ce qu'il va être détendu? Ces états différents, que ce soit les états de sommeil, les états de veille, les états de cri-pleur, le bébé les utilise dans son dialogue avec le monde extérieur. On va se rapprocher un peu de maman. Oui. Enfin, le dernier point, c'est tout son système autonome. C'est la couleur de sa peau, c'est les petits tremblements qui peuvent l'agiter, c'est les sursauts, c'est les bâillements, c'est les signes de stress, qui sont un outil de dialogue très riche. On va prendre le temps. Oui, bien sûr. J'ai laissé de côté le réflexe de succion et le réflexe d'orientation, qui dans certains manuels s'appelle le réflexe de fouissement, comme pour justement s'enfouir dans le sein. Je découvre. Oh, tu as bu trop vite. Ce qu'on observe, c'est vraiment la recherche mutuelle de l'un avec l'autre. Comme ce mot anglais qui dit attunement, c'est-à-dire chercher la fréquence qui convient le mieux de part et d'autre. Et c'est vrai que c'est grâce à cette recherche de fréquence, un peu comme dans le tuner, qu'on peut arriver à une harmonisation du dialogue et une harmonisation des affects. Je te secoue un peu dans tous les sens. Tu vas manger maintenant? Moi, je suis extrêmement surprise de voir finalement comment ils se ressemblent, ces deux-là, et qu'ils ne le savent pas, en quelque sorte. À la fois, ils sont extrêmement familiers à l'un à l'autre, et il y a en même temps ce désir de découverte d'une personne étrangère. Ça c'est chouette, on est toute nue. Comme un petit poisson. C'est parti. Viens. Je suis complètement étonnée de voir que déjà, elle est très expressive, mais tout ce qui est bien-être, sourire, et même petits sons, je me rappelle, j'avais pas le souvenir que ça venait si tôt, quoi. Et là, c'est vrai que je trouve qu'elle s'exprime énormément, quoi. Il y a à la fois les yeux, il y a la bouche qui fait des mouvements, et les bras, les jambes, le ventre, enfin c'est une petite danse de bonheur. Parfois, le désir de découvrir son enfant, d'échanger avec lui, est perturbé, et l'attachement a du mal à se mettre en place.
C'est le cas par exemple lorsque l'enfant est né handicapé et que les parents réagissent difficilement à cette situation. Depuis 6 ans à Berlin, Claudine Calvé-Krupa, psychothérapeute, suit Mélissa et sa famille. Mélissa est une petite fille trisomique avec laquelle ses parents ont eu du mal à établir le contact. Nous avons travaillé à peu près sur une période de 6 mois avec cette famille. C'est-à-dire que nous avons filmé ce que fait la petite fille et nous avons regardé quel était l'état de l'interaction au départ. C'est un climat un petit peu triste. Le tonus du bébé n'est pas vraiment tonique. La maman a un petit peu un air rêveur. On voit qu'elle se demande comment est-ce que sa petite fille va se développer. Je sens un petit peu l'inquiétude. Et ici, nous voyons Mélissa qui tient un objet. Et c'est une petite fille qui, pour 4 mois, est bien développée. Sa maman est encore à distance. Elle l'observe, mais n'ose pas encore vraiment s'approcher. L'interaction ne fait pas encore vraiment plaisir. À Munich, Anus et Mechtild Papusek ont mis en évidence les formes intuitives du comportement des parents à l'égard de leur nouveau-né. C'est en se fiant à leurs intuitions que les parents peuvent aider l'enfant à communiquer et à s'approprier ses expériences. Oui, ça t'aime bien. Oui, ça c'est chouette. Ah, ça c'est les grosses bêtes de ton frère, ça. Regarde. Regarde, il est là. Hein? Non, t'arrêtes plus. C'est bien, là. Hein? Tu me racontes quelque chose? Ah, Neige. C'est bien, là. Ce qu'on voit là, c'est quelque chose de très beau. La maman a envie d'établir le dialogue avec son bébé qui la regarde. Intuitivement, elle rapproche l'enfant à une distance où il peut voir son visage. La voix de la maman a une très belle mélodie. Dans sa façon de parler, elle utilise des nuances très simples et la mélodie se prolonge joliment, permettant au bébé de bien les percevoir. Et à cet âge-là, les bébés comprennent déjà très bien qu'il y a langage. Genau das ist es, was die Kleinen in diesem Alter eben schon verstehen in der Sprache. Parfois, pour établir un contact avec lui, nous appelons le bébé « Coucou, regarde-moi ». C'est comme le chant du coucou. Nous avons tous tendance à parler à un bébé dès la naissance. Mais pourquoi utilisons-nous la parole ? Les bébés arrivent déjà à différencier les sons, mais ils ne comprennent pas pour autant la parole. Ce qu'ils peuvent comprendre, c'est la mélodie. Et plus elle est simple, mieux ils la comprennent. Allez, dis-moi quelque chose. Tu me racontes quelque chose ? Ces mélodies transmettent des messages. Et nous l'avons constaté chez des mamans chinoises, américaines, allemandes, dans des formes très semblables, bien que les langues en elles-mêmes soient très différentes. C'est un schéma universel. Il s'exprime de plus en plus. Il y a 2 mois, c'était plus dans le regard. Là, c'est plus par la parole, bah oui. Il a découvert qu'il avait une voix, alors il s'en sert maintenant. Il me regarde, il me parle, bah oui. Il me parle. Oui. Ici, la maman fait un jeu rythmé. Elle utilise des sons d'une voix haute qu'elle fait suivre d'une pause. Ces pauses, marquées par les parents lorsqu'ils stimulent leurs enfants, sont très importantes pour permettre au bébé d'absorber ces stimulations. Les répétitions sont elles aussi fondamentales. Elles permettent au bébé de bien comprendre ce que fait la maman. Et il faut aussi que le bébé ait le temps de répondre.
Là, il y a un nouveau jouet. La maman le montre au bébé. Le petit l'explore avec les mains. Mais tout à coup, il émet un son, et qui veut dire que c'est un peu trop, qu'il a besoin d'une pause. Il dit c'est trop, j'en ai assez, j'ai besoin d'une pause. Et il repousse l'objet. La maman met un court instant à réaliser que le petit est perturbé. Il proteste avec force. Il insiste, car il a vraiment besoin d'une pause. La maman le remarque. Elle a compris que sa stimulation était un peu trop forte et elle a éloigné l'objet. Le petit a maintenant récupéré. Il peut à cette distance observer de nouveau le jouet. Le jouet n'est plus aussi proche et la stimulation n'est plus aussi intense qu'avant. Il est très important de réagir selon les signaux émis par l'enfant. Réagir de manière appropriée se traduit par exemple par le fait de trouver la bonne intensité, de ne pas en faire trop et d'éviter les surstimulations. De faire en sorte que notre réaction soit adaptée au stade de développement de l'enfant. L'attachement que construit et développe l'enfant, tout particulièrement entre l'âge de 3 à 9 mois, est fondé sur ses expériences de communication précoce, qu'il répète au quotidien. Basiert auf den alltäglich sich wiederholenden Erfahrungen in der frühen Kommunikation. D'une part, dans des situations où le bébé a besoin de soutien et d'aide, quand il ne va pas bien ou quand il pleure, là, il a besoin d'être réconforté par ses parents. Mais aussi lors de ses explorations, de ses découvertes, lorsqu'il apprend à connaître le monde qui l'entoure. Les compétences parentales intuitives sont toujours guidées par le bébé. Quand le bébé a une réaction positive, la maman reçoit un signal réconfortant. Elle se dit « je me débrouille bien, je fais ça bien. Je peux avoir confiance en mes compétences intuitives. Je n'ai pas besoin de lire tous ces bouquins. » Mais quand les réactions du bébé sont négatives, lorsqu'un bébé ne se laisse pas calmer ou qu'il se recroqueville, qu'il s'écarte, qu'il ne vous regarde pas, mais au contraire qu'il regarde toujours ailleurs quand on lui parle, cela veut dire à la maman « tu ne le fais pas bien, tu es en échec, tu n'arrives pas à me calmer, je ne suis pas content, j'ai un problème avec toi ». Certaines mamans interprètent même ces réactions en se disant que le bébé ne les aime pas et les rejette. Cela peut très fortement diminuer la confiance en ses propres compétences. Cela peut ensuite créer des cercles vicieux. Plus les réactions du bébé sont négatives, plus la maman se bloque et l'échange s'installe sur le mode de la négativité mutuelle. Ces moments où l'intuition naturelle des parents est perturbée peuvent être dus à la dépression, au stress, à des conflits au sein de la famille ou encore au handicap de l'enfant. Déconcertés par la trisomie de leur fille, les parents de Mélissa ont essayé de dépasser leur inquiétude par un excès de stimulation.
Claudine Calvé-Krupa les a aidés à voir les moments où l'interaction était positive et ils ont pu transformer leurs échanges. Là, nous sommes revenus 2 mois plus tard et nous avons constaté